Maintenant, quatrième principe, ça c'était donc une phrase que quelqu'un avait dit, mais je me souviens plus de son nom. Mais il dit seulement ceci, donc, if you fail to plan, you plan to fail. Ben, mentionnant finalement l'importance de planifier lorsque on va travailler, parce que c'est vrai que l'un des soucis qu'on a, c'est que on saute directement sur le projet, directement sur l'activité à faire, et c'est vrai que dans notre aventure, surtout au niveau du développement, en fait, on nous apprend vraiment à d'abord mettre en place les jalons, d'abord vraiment planifier l'activité pour que lorsqu'on va se mettre dedans, ben, on ne puisse pas se perdre. Et donc, il y a plusieurs exemples hein, donc, qui sont extrêmement connus. C'est de pouvoir utiliser des agendas, des to-do lists, mais aussi des sortes de task manager. Une autre technique qui est pas mal, c'est d'utiliser le divide and conquer. Ça veut juste dire en fait que le but n'est pas de prendre une grosse tâche monolithique, mais de pouvoir la subdiviser en plusieurs morceaux. Et je crois qu'il y a même des outils qui permettent de faire ça. Je crois que ça s'appelle Work Breakdown Structure, qui sont en fait une forme de diagramme. Donc ça nous permet en fait de couper le projet de façon hiérarchisée. Donc d'avoir finalement le projet en haut, et ensuite de le subdiviser en sous-projets, puis en sous-sous-sous-projets, et encore en sous-sous-projets. Et donc en fait, il y a différentes façons de structurer ou d'utiliser justement cette déstructuration. Parce que soit en fait on le fait selon les outcomes ou les rendus, ou soit on le fait directement via les tâches plutôt à faire, donc le processus plutôt que le rendu. Donc important de pouvoir subdiviser aussi son travail. Aussi une autre loi, donc j'en ai parlé dans le cours d'hier, qui est la loi de Parkinson, qui est une loi donc qui nous permet de en fait vraiment nous aider à nous organiser bien plus en avance, parce que comme je l'avais dit, si on donne à une personne un travail qui devrait durer 1 heure et on lui donne 1 heure, ben cette personne va mettre 1 heure. Si on lui donne 2 heures, cette personne va mettre 2 heures. Si on lui donne un jour, elle va mettre un jour aussi. Si on lui donne 3 jours, elle va mettre 3 jours. Et 6 mois, elle va aussi mettre 6 mois. Donc du moment que c'est pas obligatoire, ou du moment que voilà, c'est pas forcé, ou qu'il n'y a pas la pression du temps, ben les personnes vont pas vraiment le faire. C'est pour ça que avec la loi de Parkinson, c'est mieux de se donner une deadline qui nous pousse ou nous force à entrer en action. Donc ça c'était pour ce principe-là. Après, principe numéro 5, c'est un principe que j'ai beaucoup de peine à mettre en place et qui pourtant est extrêmement important, c'est de prendre du recul. C'est d'avoir une vision un peu plus claire et élargie du problème et du projet même qu'on est en train d'aborder, parce que ça m'est déjà arrivé, comme par exemple de vraiment perdre beaucoup de temps et passer des heures sur un problème que je n'arrive pas à résoudre, et finalement dès le moment où je commence à me lever, prendre une pause ou faire autrement, ben finalement je trouve la solution. Et ça aurait pu être trouvé beaucoup plus rapidement si donc si j'avais pris le temps en fait de prendre du recul. Parce que comme on le dit, comme j'avais dit au début, en fait, l'importance dans notre interaction avec la machine, c'est que la machine, c'est elle qui fait le calcul lourd, c'est elle qui doit avoir la tête dans le guidon, pas nous. Nous, on doit vraiment avoir du recul et avoir plutôt cet esprit plus abstrait et plus analytique. Et donc, quelques exemples. C'est surtout notamment prendre des pauses, savoir quand prendre des pauses. Jusqu'à aujourd'hui, je sais toujours pas comment prendre des bonnes pauses. Donc c'est bien d'appliquer plutôt des méthodes comme la technique Pomodoro, qui est une technique qui nous permet en fait de vraiment bien subdiviser cette fois-ci notre tâche sur le temps. Aussi une autre technique qui est utilisée dans le domaine du développement, ça s'appelle le Rubber Duck. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est juste en fait que nous utilisons la technique du canard en plastique. C'est quand on bloque sur un problème, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre un canard en plastique et commencer en fait à lui expliquer et à lui parler de notre problème. Donc on se rend compte que parfois, rien qu'en lui parlant ou en lui expliquant les choses, en fait, on trouve solution à ce qu'on cherche. Donc bien évidemment on parle du canard en plastique, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être très bien une personne, un mur, un objet, quoi que ce soit, du moment que en fait on puisse lui parler en fait de
du problème ou du projet qu'on est en train de mettre en place, parce que ça va nous forcer ou nous pousser vraiment à reformuler notre problème et en fait à voir vraiment comment dit-on, le voir sous des angles beaucoup plus différents. Donc c'est même souvent l'un des plus gros problèmes dans la performance ou dans la résolution de problèmes, c'est qu'en fait on n'a pas bien formalisé le problème. Et donc la technique du canard en plastique aide beaucoup. Donc c'est quelque chose que je recommande de faire le plus souvent possible, quand c'est possible, parce que ça nous aide énormément. D'ailleurs, il y a même au niveau du workflow, il y a quelque chose que j'appelle le Query Driven Workflow. C'est plutôt qu'en fait, on travaille, mais en fait en se posant des questions, en se posant des remarques. Et en suivant cette chaîne-là, en fait, on arrive beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement à la solution qui nous convient le mieux. Donc bien évidemment, il y a aussi la représentation de notre travail avec le workflow. Donc on parle souvent du workflow, et le workflow est vraiment quelque chose de personnel, donc ça dépend de la définition que les gens ont, mais une représentation qui est souvent faite avec les workflows, c'est en fait d'utiliser des diagrammes. Donc j'en ai pas fait moi-même, mais comme par exemple là c'est un workflow pour une personne qui semble il utilise plutôt des spreadsheets et Google justement, Google Gmail pour pouvoir en fait je sais pas si c'est pour approuver des messages ou autre, mais donc voilà, on voit qu'ici il y a tout un processus sur comment l'action ou l'activité se fait jusqu'ici. Donc on représente souvent ça comme des diagrammes pour être sûr d'avoir en fait une vue beaucoup plus générale et globale. Donc pour améliorer en fait notre workflow, on doit à la fois prendre l'outcome, donc l'élément sorti ou l'élément qu'on veut produire. Donc soit on le représente sous sa structure. Bonjour. Soit on le représente justement sous sa structure pour avoir son rendu final. Mais il y a aussi la partie en fait de pouvoir visualiser notre flux de travail pour avoir donc finalement le workflow qu'on cherche. Donc on avait commencé à partir de 9h. Ok. Ah d'accord, c'est pour ça. Ok. Parce que je sais plus, est-ce que j'avais précisé dans mon mail la salle et l'heure? En fait, moi, je me suis pas. Ah d'accord. Par David. Ah oui, par David. Ah ok. Et Je du coup, comprends. j'ai reçu Ah oui. mail qui précisait que c'était. Ah oui, alors non, là c'est C'était totalement ma c'était faute. bien. C'est totalement ma faute alors. Non, c'est bon, je comprends. Donc là, on était justement en train de parler du dernier principe. Peut-être je fais juste alors un récap rapide. Si ça va pour toi, David? Ouais, vas-y. D'accord. Donc on avait abordé au début donc les buts. Donc c'est juste de pouvoir optimiser notre organisation et travailler mieux avec sa machine. Aussi, l'important c'est de pouvoir aussi échanger entre nous, parce que je suis sûr que tout à chacun d'entre vous a aussi des techniques et des méthodes pour être plus rapide et plus productif avec sa machine. Et donc là, j'avais abordé les principes qui sont utilisés pour être beaucoup plus efficace. Donc premier principe, c'est il suffit de demander. Donc pas forcément à une personne, mais demander à une machine. En fait, c'est d'utiliser des outils de recherche qui sont en lien avec la machine. Donc pour Mac, normalement c'est commande F pour la plupart des logiciels qu'on a. Donc ça nous permet en fait de pouvoir faire des recherches beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Parce qu'on avait parlé de ça aussi, qu'en fait selon en fait le type d'outils de recherche, en fait on peut avoir des requêtes qui sont beaucoup plus puissantes. Donc on verra tout à l'heure justement un exemple dessus. J'avais aussi parlé d'un outil que j'aime bien utiliser qui s'appelle FZF, qui me permet de chercher en fait dans mes dossiers. Et aussi un point important, c'est les launchers, donc qui sont en fait des outils qui nous permettent de lancer soit des logiciels, soit chercher des fichiers depuis notre système. Donc chez Windows et chez Mac, et aussi chez Linux, il y en a un, donc c'est souvent appuyé sur une touche spéciale qui nous permet en fait d'ouvrir une chose qui nous permet de chercher. Et en fait, il n'y a pas seulement qu'un seul launcher qui existe, vous pouvez aussi chercher vous-même d'autres logiciels, et souvent les autres logiciels sont beaucoup plus efficaces ou beaucoup plus puissants, ou beaucoup plus en relation avec les aimants que vous cherchez. Donc il y en a certains qui sont extrêmement sympas. J'avais montré un autre launcher que j'utilise pour lancer mes applications, mais aussi pour lancer mes scripts avec.
parce que j'aime bien écrire des scripts, développer aussi un peu mon workflow et donc pouvoir à la fois lancer les applications et les scripts dans un seul endroit, c'est pratique. Donc au niveau de l'aspect visuel, c'est juste Rofi qui ressemble à ça et qui me permet de lancer les scripts. Tout à l'heure, j'avais juste essayé le script comme par exemple YouTube et j'avais dit chat comme par exemple qui me permet en fait d'ouvrir directement une tabulation avec la recherche que j'ai voulu faire. Ça s'appelle Rofi, mais je suis pas sûr que ça se trouve sur Mac. Mais après, vous pouvez chercher justement normalement Mac Launcher. Et normalement, vous avez aussi toute une liste de launchers que vous pouvez utiliser. Et peut-être que vous pourrez trouver quelque chose de pareil. Ah oui, d'ailleurs, sur Mac, c'est plutôt Launchpad. Donc, il y en a différents, je pense. Bon, là, il y a Launchpad. Ouais, je pense que c'est l'outil de base. Ah bon? Ok. Ah bah, c'est pratique. Donc, il y en a différents qui sont extrêmement intéressants. Donc, vous pourrez aussi faire l'exploration pour en trouver peut-être certains qui s'y aiment plus à votre goût. Ça, c'était justement pour le principe de la recherche. Deuxième principe, c'est plutôt ne te répète pas. Donc là, c'était pour insister sur l'utilisation des templates. Donc en fait, c'est des choses déjà faites ou déjà écrites qui nous permettent en fait d'économiser du temps à créer ou à reproduire. Oui. Ah, ok. Oui. Ouais, parce que ma collègue en dessous, je sais pas, j'ai pas son contact, donc du coup. Ah, mais... Ah, ok. Ah bah parfait. Ça fait longtemps que là? À partir de 9h seulement. Ah. Bon, je pense pas que j'arriverai à répéter une troisième fois, mais. Ouais, puis si on peut faire. Ouais, les gars, Mhm. si on peut y aller là, dans la partie un peu. Ouais. Moi, je vais peut-être devoir partir un peu avant. Ah oui, oui, d'accord, oui. Alors oui. De toute façon, c'était juste avant l'introduction, quoi. Pour y aller. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà, c'est surtout l'utilisation de templates. Hein, donc, c'est-à-dire on peut en trouver dans des mails, en fait, qui vont vous permettre de générer des éléments déjà conçus ou préconçus. Vous pouvez même chercher sur Internet, vous trouverez énormément de choses. Hein, si vous cherchez exemple ou template de choses que vous voulez, donc exemple de projet, exemple de mail, exemple ouais, de n'importe quoi en fait, tout type de document en fait, vous pourrez en trouver téléchargeable et déjà utilisable. Vous pouvez aussi utiliser donc, dans la programmation des snippets de code qui vous permettent de générer du code directement et rapidement. Donc il y a vraiment de quoi faire là-dessus. Ce que j'aime bien faire comme template aussi, c'est créer des scripts qui me créent en fait une arborescence ou une hiérarchie pour mes projets. Ce qui m'aide beaucoup en fait à mieux m'organiser et à passer moins de temps à créer tout ça, vu que c'est répétitif. Donc après, il y a aussi le troisième principe, il n'y a pas un raccourci. Donc c'est pour favoriser l'utilisation des raccourcis clavier. Parce que souvent, les raccourcis clavier vont nous permettre d'être beaucoup plus rapides dans la manipulation des choses. Et j'ai même présenté en fait le concept des Tiling Windows Manager, qui sont en fait des gestionnaires de fenêtres qui vont nous permettre de gérer les fenêtres automatiquement. Donc c'est vrai que même dans la démo, quand j'avais essayé, c'est-à-dire que si je crée une fenêtre en fait, duplicate à nouveau. Donc les fenêtres vont être redimensionnées automatiquement. Donc c'est-à-dire que j'ai rien fait de plus, il a divisé 50-50. Et après j'ai la possibilité de les répartir comme ça, de les joindre, de créer une nouvelle fenêtre. Donc il y a vraiment de tout. Et ça peut se contrôler directement via le terminal. Enfin pas terminal, clavier. Je passe un peu trop vite en besogne. Je pense que c'est duplicate, c'est comme ça et comme ça. Donc il y en a pour tous les goûts, donc sur Linux, Windows ou Mac, vous pouvez chercher simplement Tiling Window Manager Mac et vous trouverez aussi certains éléments. Il y a même des personnes qui ont déjà fait des comparatifs entre les différents types de Tiling Windows Manager et pour voir en fait lequel pourrait vous intéresser le plus. Donc moi j'aime bien ça parce que vu que moi je suis plutôt en train, la majorité du temps en train d'écrire, passer d'une fenêtre à une autre ou juste faire une recherche sur internet, ça me permet en fait de pouvoir ne pas avoir à gérer ça ou à switcher directement sur la souris. Après, quatrième principe, c'est if you fail to plan, you plan to fail, qui est juste le principe qui nous dit juste de pouvoir planifier. Hein. Donc on a parlé des différents types d'outils, hein, donc des agendas, des to-do lists. J'avais parlé du divide and conquer,
qui est en fait une méthode de pouvoir subdiviser le projet, soit sous la forme de sorties donc qu'on doit faire, ou soit sous la forme de tâches qu'on doit réaliser pour finir le projet. Donc j'avais même présenté le work breakdown structure, mais c'est juste en fait, on prend un truc, on le subdivise encore pour créer une sorte d'arbre. Après, la loi de Parkinson qui dit juste qu'en fait, plus on laisse de temps à une personne pour terminer une tâche, même si celle-ci dure 1 heure, si on lui donne 6 mois, la personne va faire 6 mois, parce que tant que c'est pas obligatoire et tant qu'il y a du temps, en fait, on repousse ou on ne fait pas les choses correctement. Donc ça, c'est comme par exemple pour la loi de Parkinson. C'est mieux donc de pouvoir se donner des deadlines plus courtes que celles qu'on a de base si on se rend compte qu'on a en fait trop de temps. Aussi, 5e principe, donc c'est l'un des principes que je disais, j'avais le plus de peine à mettre en place, c'est de prendre du recul. Parce que le rôle de la machine, c'est vraiment de faire le heavy lifting, de faire les tâches lourdes et les tâches plutôt calculatoires et répétitives. Mais notre rôle à nous, c'est plutôt d'avoir du recul, avoir une vision plus analytique de la chose et plus abstraite. C'est pour ça qu'il y a la nécessité, comme par exemple de prendre des pauses, d'utiliser comme par exemple des techniques comme le Pomodoro, aussi d'utiliser la méthode du rubber duck, qui est souvent utilisée dans le domaine du développement, qui est juste en fait de prendre un canard en plastique lorsqu'on a un problème et de lui parler et lui expliquer le problème. Et c'est en formalisant en fait le problème, ou en expliquant le problème, que en fait ça nous pousse vraiment à voir le problème de façon différente. Parce que souvent l'un des endroits qui fait qu'on est bloqué, c'est qu'en fait on ne sait pas exactement le problème. C'est-à-dire on le sent peut-être, mais on ne l'a pas encore formulé avec des mots. Et ensuite la notion de workflow, où finalement c'est vraiment utiliser des diagrammes pour dire en fait les processus qu'on met en place pour produire quelque chose. Donc ça, c'était pour les principes. Maintenant, on va pouvoir commencer la partie qui peut être assez intéressante pour certains, donc qui concerne l'automation. Donc la possibilité de faire de l'automation avec sa machine et automatiser certains processus dans notre système. C'est vraiment le truc que j'ai vraiment le plus apprécié parce que moi, j'aime beaucoup jouer avec ma machine. Et lorsqu'il y a un moyen en fait de pouvoir automatiser un processus, j'aime bien le faire. Donc là, je dois quand même faire un peu une petite différence entre les scripts et les programmes. Parce que c'est vrai que lorsqu'on écrit des programmes dans le développement, en fait, c'est vraiment des codes vraiment précis qui doivent pouvoir marcher lorsqu'on le sort en production. Mais les scripts, on va dire que c'est quelque chose d'un peu plus fun, sympa, plus facile à écrire et que c'est seulement pour nous, majoritairement. Donc au niveau des scripts, vous verrez qu'il n'y a pas... Ouais, faut pas trop se prendre la tête. Faut juste se faire la chose à ce que ça soit le plus sympa possible à faire. Maintenant, parlons du terminal. C'est vrai que c'est un outil qui n'est pas très populaire, et ça c'est normal, ça existait avant, et lorsque l'interface graphique est arrivée, en fait, ça a été juste relié à une sorte d'application sur notre bureau. Mais le terminal, je dois vous dire qu'il offre quand même beaucoup de potentiel. Parce que oui, le terminal aujourd'hui, c'est pas dépassé, hein. Donc si on regarde en termes d'utilisation, même je crois que si on regarde ici pour Windows Terminal qui était sorti assez récemment, et voilà, Windows Terminal, comme par exemple, ce terminal était sorti en 2019, donc quelque chose d'assez récent. Et même dans le domaine en fait de la sécurité, du développement et autres, en fait, on utilise les terminaux. Ah, ça c'était une image pour le workflow. Donc, ce n'est pas dépassé, il ne faut pas avoir peur du terminal, hein. Donc c'est vrai que ça paraît un peu spécial, compliqué et tout. En fait, lorsque vous connaissez 2-3 principes, en fait, vous verrez qu'il y a des patterns qui se répètent. Et donc en fait, oui, plus facile qu'on ne le croit. Donc comme je dis, le terminal, c'est pas seulement qu'un logiciel. Avant, c'était littéralement la seule interface avec laquelle on pouvait interagir avec la machine. Donc s'il y a des personnes qui arrivaient à utiliser ça dans le passé, donc aujourd'hui on est aussi capable de le faire, surtout que même maintenant la puissance des terminaux a encore augmenté. Comme j'ai dit, un outil très puissant, donc parce qu'il va nous servir surtout dans l'automation. Et aussi, faut faire une petite différence. En fait, il y a le terminal et il y a le shell. Donc le terminal, c'est plutôt, on va dire, la boîte, le conteneur.
alors que le shell, c'est plutôt le contenu, ce qu'il va être affiché. Donc, si, par exemple là, c'est un terminal que j'utilise, que j'aime bien parce que j'ai pu un peu le configurer pour qu'il soit transparent et tout. Mais comme par exemple, ouais, c'est vrai que j'arrive pas à le lancer directement à partir d'ici. Mais si je suis comme par exemple dans mon explorateur de fichiers que je fais ouvrir dans un terminal, encore une fois, je reviens dessus. Pardon. Donc maintenant j'ai ce terminal. Et vous allez voir qu'en fait il y a presque aucune différence entre celui-là et celui que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que en fait c'est exactement le même logiciel qui tourne dedans. Mais c'est juste que le terminal, il a sa façon d'afficher les choses, de rendre les choses jolies et tout. Donc le terminal peut mettre des couleurs, il a peut-être même ses propres raccourcis vu que c'est un logiciel. Mais le shell, c'est lui qui va vraiment exécuter les commandes et nous aider donc dans notre façon de travailler et développer. Voilà. Au niveau du shell, en fait, comme on a dit, c'est un logiciel qui nous sert pour interagir avec la machine. Souvent on appelle les logiciels qui sont utilisés dedans des CLI, donc des Command Line Interface. Même souvent on appelle d'autres logiciels des TUI, donc des Terminal User Interface, parce qu'ils nous permettent d'avoir quand même une interface un peu plus développée. Et donc oui voilà, il peut aussi invoquer d'autres commandes ou d'autres fonctions. Donc j'avais fait ça tout à l'heure. Si je tape Firefox, ça va m'ouvrir une page Firefox. Il y a la possibilité donc de s'amuser, de jouer avec certaines commandes. Donc en fait, il y a beaucoup de shells qui existent. Hein. Donc il y a des personnes qui se disent ah ben je vais créer mon propre shell pour l'utiliser. Ben en fait, voici en fait une liste non exhaustive du type de shell que nous avons. Donc nous pouvons avoir Bash, qui est le shell par défaut pour la majorité des systèmes Unix, donc à la fois sur le Linux ou sur Mac. Il y a aussi PowerShell, qui est plutôt le terminal pour Windows. Donc eux, ils ont leur propre shell, à proprement parler. Donc celui-là, il est quand même un peu plus space que les autres. Hein. Z-Shell, c'est comme Bash, mais avec quelques éléments améliorés. Et je pense que pour la plupart des nouveaux Mac qui sortent, ils arrivent directement avec Z-Shell. Et même, je crois que pour les nouvelles distributions de Linux, en fait, ils viennent directement avec Z-Shell implémenté dedans. Mais donc si vous savez faire du Bash, en fait vous savez faire du Z-Shell à 2 ou 3 choses près. Et nous avons aussi des shells un peu plus spéciaux qui sont plus liés à un langage de programmation déjà existant. Donc je ne sais pas si vous connaissez IPython, qui est plutôt utilisé dans des outils comme Jupyter Notebook. Mais en fait ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est juste un shell normal. Là en fait on peut faire nos commandes Python, donc 2 plus 2, ça va nous donner 4. On peut assigner dans une variable, donc var est égal à 5, et ensuite je peux afficher la variable. Donc ça marche finalement comme un shell Python classique, mais on a aussi la possibilité d'invoquer justement des commandes comme on le fera avec un shell. Donc en fait si je fais ls, qui est là juste pour afficher les dossiers et fichiers que j'ai en dessous, mais en fait je peux le faire aussi directement à partir du shell Python. Donc peut-être si vous venez plutôt d'un domaine avec un langage de programmation, vous avez aussi la possibilité de faire des choses comme ça. Donc ça aussi, ça compte comme shell. Parce qu'en fait, du moment que ça peut exécuter les programmes du système, bah en fait, c'est un shell. Donc il y a aussi Radiant pour les personnes qui utilisent R. C'est aussi un shell assez puissant et beaucoup plus efficace que le shell de base. Donc les avantages du shell, c'est sa légèreté. Donc je pense que vous en êtes rendu compte lorsque on ouvre un terminal, c'est juste du texte. Donc afficher et render du texte, c'est extrêmement facile et extrêmement léger. Et donc oui, il peut être potentiellement plus rapide, ça dépend de quel type d'application on utilise. Certaines applications nous permettent de faire des choses beaucoup plus rapidement. Donc si je dois donner un exemple, on va inviter Nautilus. Voilà. Donc on va plutôt aller dans un dossier comme par exemple un dossier temporaire. Ah tiens, j'ai déjà écrit un fichier Rust. Hop. Donc on va faire un note.d. On va mettre hello comme ça sera plus simple. Et pour les personnes qui ont déjà été dans le cours d'hier, donc elles savent en fait ce que je suis en train de faire. Donc ça va juste être de générer un PDF, de générer aussi un fichier doc. Oups.
doc. Ah oui, c'est vrai, ça ouvre déjà la page aussi. Donc, d'ailleurs, c'est vrai qu'on va même faire ça. On va faire du copier-coller, copier-coller, coller-coller. Donc, comme par exemple, on va dire qu'on se trouve dans un dossier avec beaucoup de fichiers différents et de différents types, avec une interface graphique pour pouvoir les classer selon leur type. Je créerai petit à petit les dossiers, je les sélectionnerai un par un. À partir du terminal, en fait, ce qu'on peut faire, c'est comme par exemple faire mkdir PDF. Donc ça crée un dossier PDF directement. Et ensuite, si je fais mv l'étoile pour dire tout.pdf, donc pour déplacer tous les PDF dans le dossier PDF, ça va le faire automatiquement. Donc, faut s'imaginer que c'est vraiment pratique lorsqu'on se trouve peut-être dans des dossiers avec presque une centaine ou 200 fichiers qu'on va pas peut-être sélectionner un à un, mais qu'on peut en fait sélectionner de façon groupée et selon une certaine logique. Donc, on peut aussi faire un type de sélection selon leur date ou d'autres éléments comme ça. Donc, le terminal peut nous permettre de faire des choses comme ça. Aussi pour la gestion de management de fichiers, j'aime bien aussi utiliser un autre outil. Cette fois-ci, c'est un TUI, donc Terminal User Interface, qui me permet en fait de naviguer dans mes dossiers de cette façon-là. Donc ici, c'est plutôt le sous-répertoire, le répertoire où je suis actif et le répertoire précédent. Donc grâce à ça, je peux me déplacer en fait assez rapidement entre différents éléments. J'ai aussi des raccourcis pour soit aller dans mes téléchargements, soit aller dans les fichiers temporaires, soit aller dans mes sessions. Donc grâce à ça, je peux vraiment sauter un peu à gauche, à droite dans mon projet. Ou plutôt dans mes répertoires de fichiers. Donc assez pratique pour devenir plus rapide dans certains cas.